on dit que l'Italie est de plus en plus fragilisée et attaquée. Lorsque le président de la République, jeudi soir à la télévision, a expliqué qu'il fallait venir en aide à la Grèce, il expliquait parce que si on n'aide pas la Grèce aujourd'hui, demain c'est l'Italie qui sera attaquée, et si l'Italie est attaquée, alors là, ça peut être l'économie mondiale qui est pour le coup réellement atteinte. Oui, l'Italie, c'est un très grand pays, et c'est un pays qui également, et là c'est toujours pareil, vous voyez, c'est pas le pourcentage ou la représentation, mais sa dette n'est plus sous contrôle. C'est-à-dire la dette augmente d'elle-même, et le gouvernement italien a fait un certain nombre d'efforts. Malheureusement, la croissance n'est pas du tout au rendez-vous, donc les rentrées fiscales ne sont pas là pour éventuellement permettre de compenser l'endettement, et donc on se rend compte que la dette augmente, elle augmente sans cesse, et que le gouvernement n'arrive plus à maîtriser la situation. Et je crois qu'en effet, là, dans ce G20, on est focalisé aujourd'hui sur la question grecque. Il est très possible que très très vite, c'est-à-dire même dès ce soir, l'Italie devienne en réalité l'un des problèmes fondamentaux du G20. Parce que là, pour le coup, effectivement, autant la Grèce, on peut considérer que c'est un problème européen, autant l'Italie, c'est un problème réellement mondial. Parce que l'Europe, là, aura vraiment besoin du reste du monde pour résoudre cette question si elle doit être résolue en urgence. Et on va dire, le reste du monde a absolument besoin que l'on résolve la question italienne. C'est-à-dire, on ne pourra pas se permettre, là, d'avoir on va dire, un scénario du pire en disant, bon, bah, voyons un peu ce qui se passe. L'Italie, ça, c'est pas possible. Donc là, on est dans des situations, effectivement, qui sont des situations qui s'additionnent les unes les autres et qui veulent dire, évidemment, que peu à peu, et je crois que c'est vraiment le message qu'on doit comprendre, peu à peu, la pression va venir sur nous parce que nous avons des problèmes et sur nous parce que nous devons être solidaires. On ne fait pas la charité à la Grèce ou on ne fait pas la charité à l'Italie. On essaie de sauver un système dans lequel nous sommes une pièce importante, mais nous ne sommes qu'une pièce de ce système. Nous avons besoin nous-mêmes de ce système si nous ne voulons pas sombrer avec tout le monde. Le navire peut sombrer et nous avec. Dominique Régnier. Oui, la difficulté pour l'Italie, c'est que les 300 milliards d'euros qu'il faut emprunter sont empruntés à un taux qui est très élevé, 6%. Et donc il est assez difficile d'imaginer, enfin il faudrait qu'on puisse nous expliquer comment il est possible avec une croissance autour de 1%, quand on emprunte à 6%, de se sortir d'un tel guêpier. La deuxième difficulté, elle est que, en tout cas en l'état actuel des choses, les réformes nécessaires, notamment les retraites, ne sont pas soutenues par des éléments qui forment la coalition actuelle. La Ligue du Nord, qui est une pièce importante de la coalition Berlusconi, a refusé la réforme des retraites. Et donc Berlusconi est en difficulté lorsqu'on lui dit à Cannes ou à Bruxelles, faites des réformes. Il dit, je vais les faire, il rentre en Italie et il ne trouve personne pour les faire. Et la troisième remarque que je voulais faire est que cette histoire de gouvernement technique et transpartisan, en fait, ils veulent Bruxelles à Rome, si j'ai bien compris. Oui. Alors, c'est... Après, critiquons Bruxelles, mais... Voilà. Mais c'est quand même compliqué, parce que c'est peut-être une bonne idée, mais c'est un fusil à un coup. À Rome, comme à Athènes, comme ailleurs. Parce que si dans un contexte aussi grave, une coalition de la droite à la gauche échoue, alors, que se passe-t-il ? Vous savez, quelle est l'alternance? Quand la droite échoue, la gauche arrive au pouvoir, inversement. Quand une coalition échoue, ça peut devenir très compliqué. dans les périodes difficiles. Outre la Grèce, vous l'avez compris, la vraie préoccupation de ce G20 a eu pour nom pendant plusieurs jours l'Italie, 120% de dette publique, Alberto nous le rappelait, évaluée à 1900 milliards d'euros. L'Italie emprunte désormais à 7%, et faute de tutelle avouée, le FMI va quand même serrer d'extrêmement près l'économie transalpine. À Rome, on cherche clairement un successeur à Silvio Berlusconi, et ce pourrait être l'ancien commissaire européen Mario Monti. Marie-Laurent. Comme à son habitude, pour son arrivée à Cannes, Silvio Berlusconi affichait son légendaire sourire télévisuel, l'air serein, et pourtant, son pays n'a jamais subi une telle pression, hanté par le spectre grec. En poche, quelques mesures anti-crise adoptées la veille à Rome, mais pas de quoi rassurer les marchés, ni calmer l'impatience du couple franco-allemand. Désormais, plus personne ne croit aux promesses. Le président Berlusconi nous a indiqué quels avaient été les résultats de la réunion du gouvernement. Nous en avons pris note avec intérêt, mais lui-même voit bien, avec l'expérience qui est la sienne, que la question n'est pas tant le contenu du paquet, que est-ce que ce paquet sera mis en œuvre. Et pour en être tout à fait sûr, l'Italie sera dorénavant placée sous tutelle, ou plutôt sous la stricte surveillance du FMI,
malgré les réticences initiales du Cavaliere. L'Italie a décidé de son propre chef de demander au FMI de surveiller la mise en œuvre de ses engagements sur les déficits. Selon moi, c'est la preuve de l'importance du processus de réforme pour ce pays et pour la zone euro tout entière. Berlusconi dans l'œil du cyclone, acculé depuis l'envolée des taux d'intérêt italiens à 10 ans ces jours-ci. Il s'approche dangereusement des 7% et pourrait vite devenir insoutenable dans un pays où la dette publique dépasse les 120%. Au lendemain de l'adoption du plan anti-crise par l'Europe, Berlusconi préférait encore se dédouaner de ce trou, creusé selon lui dans les années 70 et 80. Ce matin, les taux d'intérêt ont franchi le seuil des 6%. Et cela va affecter notre situation financière. Après la Grèce, il est naturel que les spéculateurs cherchent d'autres cibles. Et nous sommes en première ligne à cause de notre énorme dette publique, que nous héritons des erreurs du passé, et uniquement de cela. Mais l'Italie souffre aussi d'une croissance atone, systématiquement sous la moyenne européenne depuis 10 ans. Désormais, diplomates et patronats partagent le même avis. La vulnérabilité de la péninsule serait moins liée aux déboires économiques du pays qu'au manque de crédibilité du gouvernement Berlusconi. Avant-hier, toutes les associations d'entrepreneurs sous le contrôle de Confindustria ont dit le gouvernement doit maintenant nous dire s'il a encore la majorité pour avancer et s'il n'a plus la majorité, qu'il rentre chez lui. Au cours des tout prochains jours, on comprendra si la majorité existe toujours ou pas. Le Cavaliere, bousculé par de multiples défections au sein même du parti qu'il a créé, le PDL. Au Parlement, il ne pourrait plus compter désormais que sur 313 députés pour une majorité de 316. Santo Versace, frère du défunt couturier, a été l'un des premiers à franchir le Rubicon, choisissant de démissionner fin septembre. Le Cavaliere fêtait alors ses 75 ans. Si les parlementaires ont de la dignité, il faut préparer une mesure de défiance. Défier Berlusconi, qui s'accroche à sa majorité. Et j'y travaille. Pour prendre sa suite, je verrais bien quelqu'un comme Mario Monti, un ex-commissaire européen. Il a passé 10 ans à Bruxelles. Il faudrait aussi impliquer plus de gens issus de la société civile. Je rêve d'un gouvernement de transition qui s'attaque vraiment à la crise. Mario Monti, dernier visage placé en pole position par la rumeur pour prendre la tête d'un gouvernement technique. Et cela tombe bien, début septembre, il s'était déclaré disponible.